Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors d'abord, bonne nouvelle, c'est le printemps, ça y est, la sève vient et j'espère que votre libido est en train de se réveiller. Voilà, ça c'est la meilleure nouvelle du jour. Et puis aujourd'hui on va aborder un sujet qui est quand même franchement encore assez tabou et ça devrait vraiment pas l'être. On va parler des douleurs féminines lors des rapports. Et c'est vrai que les femmes n'osent pas tellement en parler, elles n'en parlent d'ailleurs pas à leur partenaire, elles préfèrent souvent serrer les dents et se taire, ce qui, on sans doute, ne va rien régler. Normalement, la sexualité, ça doit pas faire mal. C'est une idée qui est peut-être pas assez répandue. La sexualité, ça ne fait pas mal, ça fait du bien. Et c'est une femme qui vous le dit, une femme qui, bien sûr, comme toutes les femmes, de temps en temps, a eu mal. On va en parler avec Philippe Arlin, qui est sexothérapeute, qui écoute ces femmes qui souffrent et qui, généralement, trouve quand même des solutions. Alors, c'est pas forcément la faute du partenaire, hein. Il y a de multiples raisons d'avoir mal, pas seulement d'ailleurs lors des rapports sexuels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pratiquement toujours une solution, à condition d'abord d'en parler, et c'est ce qu'on va faire durant ces 2 heures. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et pour ça, vous composez le 0800 26 300 300. Philippe Arlin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et joyeux printemps. N'est-ce pas. Je rappelle d'ailleurs que la ménopause ne fait pas mal et qu'on dit en Chine que c'est le second printemps, la ménopause pour les femmes. Tout est printemps si on en fait une occasion de régénérer quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau. Et il peut y avoir un printemps justement après les douleurs. Et voilà, c'est de ça dont on va parler. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même... je connais pas une femme qui n'a pas eu à un moment donné mal au niveau des organes génitaux. C'est ce que les hommes peut-être ont du mal à comprendre parce que vous êtes quand même beaucoup plus épargnés. Oui. On a beaucoup de chance de ce côté-là, on est épargné par rapport aux douleurs et on va aussi être épargné par rapport à pas mal de maladies qui ont beaucoup plus d'impact sur le corps féminin que sur le corps masculin. Donc il y a une part de différence très notoire. Et j'avoue que moi, en commençant ce métier, je ne pensais pas découvrir autant de douleurs pour les femmes à l'occasion des rapports sexuels, et vous le dites très bien, c'est pas que à la pénétration, ces douleurs, elles sont là, et c'est un sujet qui très vite m'a intéressé, un peu comme la perte de désir, vous le savez, et il y a énormément de choses à faire. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ces femmes ont fait un parcours déjà bien long avant de se retrouver chez un sexologue, où elles ont essayé, et elles ont eu raison, d'aller voir leur médecin, d'aller voir leur gynéco. Oui, ce qui paraît être la première... Voilà. Le problème du corps médical, et j'accuse personne et tout le monde, on ne va pas faire une généralité, mais c'est de souvent vouloir poser un diagnostic pour pouvoir avoir un traitement. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours visible les raisons de ces douleurs, et simplement de pouvoir entendre la douleur. Et pas justement vouloir faire des examens à tout prix pour trouver une réponse, mais de pouvoir entendre la douleur, déjà, ça permettrait peut-être de faire avancer. Et je pense que c'est ça qui est dommage, c'est que ces femmes se sont retrouvées, alors on va voir avec les auditrices aujourd'hui, face à des gens qui, n'ayant pas de réponse, ils ont un peu comme si leur douleur n'existait pas. Oui, c'est ça, il n'y a pas de raison d'avoir mal, donc voilà. Arrêtez de vous plaindre. Donc c'est dans votre tête. Alors il en loge un nombre de trucs dans la tête des gens, c'est impressionnant. Et même si une douleur est d'origine psychique, à partir du moment où elle est installée dans le corps, c'est malgré tout dans le corps qu'il faudra aller la travailler. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre. Oui. Alors je vais donner une explication qui va aider tout le monde à comprendre. Le corps, c'est de la matière. Le psychisme, c'est quelque chose d'énergie, c'est de l'air. On pourrait dire l'énergie. Enfin, ce qui est dans le psychisme, c'est de l'ordre de l'élément air, et ce qui est dans le corps, c'est de l'élément terre. Et on sait très bien que l'air bouge beaucoup plus vite que la terre. Et quand on a une douleur qui s'est inscrite dans le corps, eh bien, comme c'est de la terre, il faut du temps pour qu'elle s'évacue. Même si, et c'est là où vous avez raison, si c'est une douleur qui est plutôt due, par exemple, à des mauvais rapports ou à des rancœurs vis-à-vis du partenaire, une fois qu'elle est installée dans le corps, c'est compliqué de la faire
partir, même si intellectuellement, il n'y a plus de raison d'avoir mal. Voilà, soigner la cause psychique, ça s'appelle faire de la prévention. C'est-à-dire que il n'y aura pas de raison que la douleur revienne, mais par contre, il va falloir la soigner. Donc, même si la douleur des femmes a une origine psychique, ça ne veut pas dire qu'il faut la balayer de la revers de la main. Ça veut dire qu'elle est bien réelle et que, oui, peut-être c'est de l'ordre d'un sexothérapeute de faire le travail et d'accompagner la patiente pour trouver. Mais trop souvent, on a dit à ces femmes que, en gros, elles inventaient leur douleur. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce qu'on se sent isolé. Et je pense que, justement, toutes ces douleurs-là, elles disent souvent la nécessité de poser des mots sur la sexualité. Elles disent souvent la souffrance du silence, justement. Et quand donc le corps médical renvoie un silence de plus, on enferme ces femmes avec ces douleurs. Absolument. Et elles n'ont plus qu'à serrer les dents. Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, et évidemment, ensemble, on avait envie de leur donner la parole parce que ces douleurs sont réelles. Voilà, et moi je vais donner 2-3 exemples qui vont parler peut-être à tout le monde. Je vais commencer par la cystite. Le nombre de femmes qui ont des cystites avant 40 ans, et alors elles ont des cystites à répétition. Alors parfois on leur donne des traitements, etc. Et puis tout d'un coup, après 40, 35 ans, 40 ans, elles ont moins de cystites parce qu'elles se sont affirmées dans leur féminité. Alors je dis pas encore une fois que c'était dans leur tête, hein. Il y avait une vraie douleur et Dieu sait si c'est désagréable, j'en ai eu, hein. Mais comme par hasard ça s'en va, on ne sait pas pourquoi c'était là et on ne sait pas pourquoi c'est parti, hein. Si on ne travaille pas justement la sexualité dans son ensemble. Et le problème, encore une fois, c'est quand on va parfois trop dans la voie médicale. On va faire des antibiothérapies à répétition qui vont finir par fragiliser et nous rendre plus vulnérables à ces infections. Donc, c'est un cercle un peu vicieux, alors que effectivement, le comprendre peut permettre d'y apporter un soulagement qui ne va pas nuire au corps, qui va, en tout cas, permettre que ça évolue positivement. Donc, la sexualité et tout ce qui se passe dans la sphère intime, des femmes comme des hommes, mais aujourd'hui on parle des femmes, mérite qu'on prenne le temps de mettre des mots dessus, parce que bien souvent, les mots ressentis sont la traduction d'une absence de mots MOT posés sur cette sexualité, posés sur cet intime. Voilà, et puis je reviendrai aussi juste sur le vaginisme, parce que c'est pareil, hein, il faut pas tout de suite aller chercher une cause particulière. Il y a multiples raisons d'avoir du vaginisme. C'est des vaginismes plus ou moins douloureux. Et là, c'est pareil, hein, s'il n'y a pas une véritable écoute, on peut pas le résoudre. On peut même dire l'inverse. Il y a eu des études de fait. Un vaginisme vient rarement se poser à la suite d'un traumatisme. Donc, voilà, il y a une difficulté, il y a le corps qui dit non, c'est certain, mais il dit pas forcément non parce qu'il a subi. Il dit non pour plein de raisons, et il y a que le corps qui, dans un entretien et à force de travail, finira par nous donner les éléments, et ces éléments, quand on les accueillera, ça permettra de trouver la solution. Et c'est curieux parce qu'on accepte très bien qu'il y ait des gens qui aient des migraines. Ça pose aucun problème à personne. Ou enfin, systématiquement, au moment où on va se coucher, Brigitte, ça commence à bien faire. Mais je parlais pas de la bonne excuse pour pas avoir de rapport. Je parlais juste d'un symptôme très courant. Hein. Il y a plein de gens qui ont mal à la tête, qui ont des migraines. Ça pose pas de questions. Pourtant, si, il y a aussi quelque chose à comprendre lorsqu'on a des migraines. En revanche, les douleurs au niveau des organes génitaux, là, ça reste encore très tabou. Donc, c'est pour ça qu'on va lever un peu le voile aujourd'hui avec. En tout cas, on va les prendre au sérieux. On les prend au sérieux et on vous prend donc au sérieux. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient, que ce soit durant le rapport, avant, pendant, après. On vous écoute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous et on parle des douleurs féminines. Et on commence avec vous, Laurine. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laurine. Alors allez-y, c'est durant les rapports, je crois que vous avez mal, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a des moments où ça va me faire des douleurs qui rappellent pas mal une urétrite ou une cystite, comme vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Et des fois, ça va être des douleurs plus profondes, plus sourdes. Et c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal à en parler à mon compagnon. Ça fait 13 ans maintenant qu'on vit ensemble, mais au début, j'osais pas. J'osais pas lui en parler. Je craignais qu'il le prenne mal, en fait, qu'il pense que c'est lui qui faisait mal. Mais c'était pas le cas. Je voulais pas le blesser lui dans son ego. Donc je serrais les dents. Bah oui, vous serriez les dents, bien sûr. Et ça n'arrange rien. Non, parce que serrer les dents, encore une fois, c'est ne pas dire. Et ne pas dire fait que le problème s'aggrave. Donc c'est vraiment un message pour vous, mais pour toutes les auditrices. Ces douleurs, si on ne les dit pas, si on les tait, elles vont augmenter. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le corps vous disait quelque chose et que vous le preniez pas en compte. Eh bien, il va pas le dire, il va le crier. Donc ça va faire de plus en plus mal. Michel Ledoul, sortez de ce corps. mais notre corps est intelligent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Cette douleur, elle est pas là pour nous emmerder. Elle a quelque chose à dire. Même si elle nous emmerde profondément, mais elle a quelque chose à dire. Et je pense que c'est vraiment intéressant que vous et le partenaire puissent l'entendre, parce que, bien évidemment, il n'y est pour rien, ou s'il y est pour quelque chose, c'est certainement pas dans l'envie de vous faire mal. Dans l'envie de faire mal, ni dans la pratique en elle-même. Il y a différentes choses. Alors peut-être qu'il va falloir qu'ils prennent en compte la douleur pour éviter les rapports qui sont inutilement douloureux, mais il faut que de votre côté à vous puissiez être accompagné pour trouver des solutions à ces douleurs. Vous en êtes où par rapport à ça ? Eh ça va beaucoup mieux, justement, parce que un jour j'ai vu un médecin pour tout à fait autre chose. J'ai une pathologie génétique, et il me pose au détour de l'interrogatoire, il me dit mais est-ce que vous avez des douleurs au moment des rapports ? Ah bah merde alors, mais alors c'est quelque chose qui est lié. Voilà, et je me dis mais alors je suis pas, c'est pas moi qui suis bizarre quoi. Enfin, vous évitez les jours où elle a mal, vous évitez. Au moins vous avez un bon médecin, Laurine, déjà. Oui. Bravo. Oui, parce que félicite. Alors, par chance, en plus, en partant de votre maladie génétique, il a su lire tous les symptômes, il n'a pas eu peur d'en parler, et vraiment bravo. Parce que, et puis bravo d'avoir fait rentrer votre compagnon, parce que même s'il aurait pu l'entendre de votre bouche, c'était beaucoup mieux qu'il l'entende de la bouche du médecin. Parce que justement, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas vous qui, pour des raisons X ou Y, l'empêchez d'eux. Et du coup, comment ça se passe maintenant ? Est-ce qu'en respectant ces règles, les douleurs sont moins là ? Oh oui, c'est parfait. Disons que si, admettons, il y a des douleurs qui arrivent plutôt au préliminaire et d'autres vraiment pendant l'acte en lui-même. Si pendant les préliminaires, eh bien, dans le feu de l'action, on a totalement oublié que ça pouvait faire mal, eh bien, des fois ça va et des fois ça va moins. Donc, quand ça fait mal, je dis, oups, non, pas ça. Pas aujourd'hui. Bon, ben voilà, ok, pas de souci. Et on passe de suite à autre chose. Il pose pas des questions qui pourraient couper l'ambiance. Voilà, c'est devenu rationnel. Et voilà, donc, ça marche pas, bah tant pis, on fait autre chose. Et voyez, ce qui est important, Corinne, du coup, vous regardez votre compagnon comme un vrai compagnon avec lequel vous pouvez être complice et qui vous écoute et qui vous comprend, et ça vous redonne à la fois confiance en vous, confiance en lui, et ça a amélioré vos rapports. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'avais très très peur de le blesser, et quand on est parti de cette fameuse consultation, il m'a dit mais pourquoi tu me l'avais jamais dit ? Ah, je n'osais pas. Et il me dit, mais si tu me le dis pas, je peux pas t'aider, je peux pas savoir. Bah oui. Bah oui. Il a raison. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut que nous, les hommes, on entende que c'est pas quelque chose facile à dire. Mais peut-être que justement, et merci de votre témoignage, Laurine, c'est peut-être justement parce que ça reste quelque chose de tabou, et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission avec vous, Philippe Arlin. Ça reste tabou que les femmes aient mal durant les rapports. Ça veut dire que quelque part qu'elles sont pas aptes. Enfin, il y a une sorte comme ça alors que non. La preuve, Laurine, en plus, c'est même pas de votre faute. Et c'est pas de la sienne à lui non plus. Il peut pas être responsable de douleurs qui sont liées à des positions, alors qu'on lui a pas expliqué qu'il y a des positions qui étaient douloureuses. Vous étiez tous les deux dans l'ignorance de cette maladie.
le médecin, en plus, par chance, a pu vous dire, et à juste titre, quelles étaient les positions qui font mal. Bah oui, après, c'est pas grave, on les évite, et tout va bien. Et votre compagnon, je pense qu'il est ravi, parce qu'évidemment, vous ne devez pas faire la même tête dans les rapports sexuels maintenant qu'avant. Donc, tout le monde est beaucoup plus content, parce que lui aussi, il devait sentir quelque chose, mais il comprenait pas, puisque vous ne mettiez pas de mots dessus. Et c'est difficile d'expliquer ça. Et puis en plein milieu d'un rapport, dire attends, j'ai mal, pourquoi t'as mal, comment, qu'est-ce qui se passe, enfin vous voyez, tout d'un coup tout s'arrête, et puis pour redémarrer. Non mais Laurine, peut-être pas pendant le rapport, mais à froid, vous auriez pu lui dire un jour, vous auriez pu lui dire écoute, excuse-moi, de temps en temps il arrive que j'ai mal, je comprends pas pourquoi, tu n'y es certainement pour rien, enfin vous voyez, je dis pas ça pour vous puisque le problème est réglé. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. C'est peut-être évidemment pas forcément pendant le rapport. C'est jamais pendant le rapport qu'il faut le dire. Après, à un moment donné, on peut le dire. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et je pense que d'après ce que vous dites, on voit bien qu'il aurait compris. Enfin, qu'il aurait entendu en tout cas. Oui, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans le dialogue. Alors peut-être qu'au début, dans nos premières années, il était moins dans le dialogue, moins dans la compréhension, et parce que pas habitué à parler tout simplement. Et avec les années, moi je suis quelqu'un qui se confie beaucoup, et donc j'avais du mal avec lui sur ce terrain-là, parce que lui je voyais qu'il en parlait peu. Mais maintenant, effectivement, le dialogue est totalement dénoué. Et c'est vrai qu'on peut parler de tout sans problème, et c'est dommage d'avoir attendu si longtemps pour le lui dire, et d'avoir attendu qu'un médecin me dise que c'était normal. Oui, alors c'est dommage, mais faut pas le regretter, c'est comme ça, et c'est tant mieux que vous ayez trouvé ces solutions. En tout cas, moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que j'ai rarement eu des cas où les hommes n'étaient pas compréhensifs quand on leur expliquait. Je pense que eux aussi, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir, ils ont envie qu'on leur dise comment ils peuvent faire pour donner du plaisir. Il y en a sûrement qui vont pas être dans ce sens-là, mais c'est une minorité. Donc vraiment, j'encourage toutes les femmes qui nous entendent et qui ont des douleurs à en parler, à partager ça avec leur compagnon. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le compagnon. On parle d'un état de fait. C'est un peu comme si vous leur disiez je jouis pas, je jouis plus. C'est une info. C'est pas un reproche, c'est une info. Et cette info, elle est extrêmement importante. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et puis je rappelle, Philippe Arlin, la dernière enquête sur la sexualité des Français, je crois qu'il y avait 70% des hommes qui tenaient surtout, lors d'un rapport, de donner du plaisir à leur partenaire. Donc on voit bien que les hommes, ils ont envie de nous donner du plaisir et pas de nous faire mal. C'était évident. Merci beaucoup Laurine, en tout cas, d'avoir commencé ce sujet avec nous. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Comment vivre heureux avec ce début de printemps? Avec Philippe Arlin, aujourd'hui, nous évoquons les douleurs féminines pendant ou après les rapports. Vous souhaitez témoigner? Notre standard vous attend 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Philippe Arlin, en ce début de printemps, moi j'ai envie que tout le monde soit heureux. Et donc j'ai préparé ce Love Conseil, comment vivre heureux. Tous, quoi qu'on en dise, on a des croyances, et ces croyances souvent entravent notre capacité à être heureux. Par exemple, nous voulons parvenir à une réussite, mais qui n'est pas à notre portée. On veut avoir une maison, du coup on va prendre un crédit qui va complètement nous asphyxier financièrement. On a parfois des désirs qui sont un peu forts ou qui sont trop marqués dans notre cerveau et qui en fait ne sont pas du tout des désirs qui correspondent à notre réalité actuelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient que pour atteindre le bonheur, il faut arriver à un objectif, qu'il soit professionnel, matériel, familial, amoureux, enfin que sais-je encore. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement, que c'est totalement faux. Pour accéder au bonheur, il faut déjà arrêter de vouloir faire et surtout de s'en faire, si je puis dire. D'autant que quand on est bien dans sa peau, notre cerveau fonctionne mieux, notre stress diminue et
Bon, et puis nos désirs, on se les accorde gentiment, sans avoir des rêves impossibles à atteindre. Donc en fait, pour être heureux, c'est un secret qui est très simple. Il faut vivre l'instant présent, se centrer sur ses sensations, sur ce que le corps ressent, hein, et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est important d'être dans son corps. Et puis être bien avec ses proches, et puis voilà. Et puis ensuite, s'adapter sans se prendre la tête. Il y a une philosophie qui dit qu'il faut être dans la gratitude. Ça aussi, c'est dans le complément, c'est-à-dire savoir mesurer les choses positives qui nous arrivent. Oui. Et savoir en être reconnaissant. Et voilà, et c'est pour ça que ce matin, quand j'ai lu que c'était le printemps, qu'il faisait beau, que les petits oiseaux chantaient, je me suis dit, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureuse. Et puis vous saviez qu'on allait se voir à 14h, donc c'était la journée parfaite. Et que vous alliez soulager toutes mes douleurs. J'espère. N'est-ce pas, Vanessa? Bonjour. Oui, bonjour à vous et à votre intervenant. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors, donc concernant votre sujet, moi je voulais témoigner sur l'impact du psychisme aussi sur ce type de douleur. Alors, je suis plus très jeune, hein. Je suis encore une très jeune, mais plus si jeune que ça. En fait, j'ai commencé ma vie de femme avec on va dire, des petites traces de viol et d'inceste de l'enfance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les rapports, les tout premiers, alors à l'époque, forcément, je connaissais pas forcément le lien entre les deux, mais les rapports n'étaient pas du tout agréables. Il y avait quelque chose de, effectivement, toujours douloureux. C'était jamais satisfaisant. Mais parce que vous n'étiez pas détendu, vous étiez. Voilà. Alors, c'est ça. Après, avec les années, en y réfléchissant et en discutant aussi avec un professionnel, en fait, on m'a expliqué qu'en fait, les moments du rapport, en fait, faisaient qu'il y avait un petit rappel de ce qui s'était passé avant. Et du coup, ce côté psychologique, en fait, générait une espèce de, je dirais peut-être pas du vaginisme quand même, mais ça créait un blocage qui rendait du coup, oui peut-être, voilà, qui rendait en fait les rapports douloureux. J'ai continué un petit peu, on va dire, avancer dans la démarche et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le cadre des rapports conjugaux, c'était un petit peu pareil. Alors avec, bien évidemment, de la maladresse, pas beaucoup d'écoute sur ce qui était dit, etc. Et j'ai fini par, je vais pas dire capituler, mais pas très très loin. Et c'est-à-dire d'éviter les rapports, éviter ou de les subir, on va dire, peut-être aussi. Parce qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas écouté, vous dites, finalement, ça sert pas à grand-chose. Et je dois avouer aussi que, avec le passé, j'avais un peu ce côté où, de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Il y avait ce côté, mon avis ne compte pas, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai pas à dire oui, à dire non, à dire... en gros, j'avais un peu, au final, le sentiment de pas maîtriser cette sexualité qui m'appartenait normalement. Et puis un jour, j'ai décidé qu'en fait, non, ça suffisait. Et alors c'est un secret, entre nous, personne n'écoute. Hein. Non, rassurez-vous, Vanessa, personne, absolument personne. S'il y a juste Philippe Arlin qui est avec nous, mais... Exactement, je sais que ça restera entre vous et moi. Un jour, j'ai décidé de basculer sur une vie plus libertine. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai décidé qu'en fait, c'était moi qui devenais cause sur ma sexualité, qui l'a décidé, avec un côté, bien évidemment, un petit peu cérébral. Et plus de douleur. Plus de douleur. Vous étiez consentante à ce qui se passait pour une fois. Vous ne subissiez plus. Avec son mari, on est censé être consentant aussi, mais... vous le dites bien, on est censé être consentant. Mais vous venez de nous dire 2 minutes avant que vous en aviez pris votre parti, genre que vous vous forciez et que vous subissiez parce que vous pouviez rien dire. Donc c'est plus du consentement, là, c'est de la soumission. Et voilà, donc je ne suis pas soumise du tout, finalement. C'est une découverte. Et donc, mon témoignage, il avait pour objectif surtout de montrer que parfois aussi le mental peut. Alors, j'aime bien votre témoignage parce que ça correspond à ce que j'essaye de faire passer comme message auprès des femmes. Je pense que nous, les femmes, on n'est pas passives, on est ouvertes ou fermées.
Mais cette porte qu'on ouvre ou qu'on ferme, c'est nous qui en avons la possibilité. Et les clés, absolument. C'est vous qui avez la clé de votre porte. Et quand vous décidez de pratiquer le libertinage, quelque part, vous ouvrez grand la porte. Vous baissez le pont-levis, si je puis dire. Et c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que ça montre bien à quel point notre tête commande quand même cette porte en bas qui s'ouvre ou qui se ferme. Et puis encore une fois, c'est pas le libertinage la solution. La solution, c'est de faire quelque chose dont on a envie. Ça aurait pu être de tromper votre mari avec le facteur ou n'importe quoi. L'important, c'est que tout d'un coup, vous avez dit: cette sexualité, elle m'appartient, et à partir de maintenant, je fais avec mon corps ce dont j'ai envie. Pour vous, ça a été de faire du libertinage, ok, mais je vous dis encore une fois, c'est le fait de vous sentir enfin libre de faire ce que vous voulez qui a fait que les douleurs n'étaient pas là, alors qu'avant vous étiez, même si votre tête disait oui, en tout cas je vais me soumettre, je vais obéir, votre corps lui disait non, il n'y a pas de raison, ça fait chier, et votre corps, lui, il était contracté, votre corps disait non. Et à partir du moment où vous faites quelque chose dont vous avez réellement envie, et pas envie pour faire plaisir à l'autre, et pas envie par consentement, mais par envie, eh bien là, tout est en accord entre votre corps et votre tête. Et s'il n'y a pas une douleur qui est enregistrée dans le corps, cet accord suffit à ce que ça se détende et que le rapport ne soit absolument pas douloureux. Encore une fois, c'est pas le libertinage. Donc, pourquoi j'insiste, c'est parce que effectivement, je ne suis pas en train d'encourager tout le monde. Non, mais voilà. Oui, on va pas envoyer toutes les femmes qui ont des douleurs faire du libertinage. Il y en a même à l'inverse. Moi, j'en ai eu qui, justement, quand elles se sont retrouvées avec leurs compagnons à faire du libertinage, alors que plus ou moins intellectuellement elles étaient ok, elles se sont rendues compte que le corps disait non. Elles ont eu des douleurs à ce moment-là. Donc, il faut juste faire ce que vous avez fait. Il faut s'écouter. C'est ça. Ça aurait pu être en dehors du libertinage, ça aurait très bien pu être, ce qui est un petit peu le cas, mais un amant régulier, voilà, c'est peu importe. Effectivement, faut que vous en ayez envie, vous. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis l'enfance, malheureusement, j'avais pas eu le choix. Ça m'était imposé, et j'avais gardé ce côté. Oui, mais maintenant il faut faire attention. C'est pas forcément parce qu'on a eu des abus dans l'enfance qu'on a des douleurs. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais, je sais bien, Vanessa, que c'est pas ce que vous avez dit, mais je fais toujours attention qu'il n'y ait pas de généralisation qui se fasse par rapport à un témoignage. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu malheureusement des abus et qui n'ont pas et qui ne connaissent pas de douleur au moment des rapports. Mais dans votre cas, vous avez attribué ça à vos abus, ce qui est possible, mais c'est peut-être aussi parce que votre mari, vous aviez peut-être des rancœurs contre lui et que votre corps les a traduits de cette manière-là. Mais encore une fois... Oui, excusez-moi, je vous laisse vous exprimer. Non, je disais que en fait, j'ai fait ce lien avec un thérapeute parce que c'était le début, les tout débuts de ma sexualité jusqu'à aussi mon mari. En fait, ça n'a pas été que par rapport à lui. C'est-à-dire que c'était vraiment le tout début jusqu'à comprendre le lien, dans mon cas, le lien entre les deux, on va dire. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, votre exemple illustre à quel point le consentement ne parle pas de l'envie. Et que quelque part, dans les rapports où vous aviez mal, vous étiez consentante. Pour autant, votre corps n'avait pas envie. Il y avait des douleurs. L'envie, c'est quand on fait quelque chose que l'on veut. Consentir, c'est juste accepter que la chose se produise. Eh bien, il est important que dans leur sexualité, les femmes dépassent le consentement et découvrent ce que les hommes connaissent, parce qu'on n'interroge jamais le consentement des hommes. L'envie. Oui. Et on voit bien que dans un cas, il y a des douleurs, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Donc le consentement ne suffit pas à avoir une sexualité épanouie. C'est QFD. Je valide. Merci Vanessa. Nous acceptons votre validation. Merci beaucoup Vanessa. En tout cas, prenez soin de vous et quelles que soient les pratiques, si vous en avez envie, ça sera top. Eh ben, je confirme également. Merci de votre témoignage en tout cas Vanessa, merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Philippe Arlin, nous continuons à évoquer les maux du corps, ces douleurs qu'ont les femmes. Et je crois, encore une fois, quelle est la femme qui n'a jamais eu mal? S'il y a une femme qui m'écoute aujourd'hui, là, particulièrement en ce jour de printemps, et qui n'a jamais eu mal pendant les rapports sexuels ou aux organes génitaux, qu'elle appelle. Hein. Ah bah oui, Parce oui. que moi, Bienvenue. Moi, je peux pas témoigner. J'ai eu mal. Hein. Je suis désolée. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Bonjour Philippe Barlin. Sophie. Bonjour. Alors je rejoins ce que vous venez de dire Brigitte, parce que c'est pas mon cas, voilà. Alors j'ai envie de dire malheureusement. Après, s'il y a des personnes à qui ça peut, qui n'ont jamais connu de douleur, c'est tant mieux pour elles. Forcément, quelle que soit la douleur, c'est jamais agréable du tout. Et alors pour ma part aujourd'hui j'en ai plus du tout par contre, donc ça c'est vraiment très agréable. Je peux vraiment en témoigner qu'aujourd'hui j'ai une sexualité on va dire épanouie et sans avoir de peur, de crainte de ce qui pourrait éventuellement faire mal justement. Je n'y pense même plus du tout. Par contre, j'ai vécu, on va dire, de l'âge d'une vingtaine d'années jusqu'à donc une quinzaine d'années, pendant 15 ans à peu près, avec des douleurs quasiment à tous les rapports, régulièrement. Oui, en effet, donc vous partez de loin. Oui, tout à fait. Alors, j'ai souvenir malgré tout qu'il y a eu des bons moments, des parenthèses. Des parenthèses, voilà, effectivement, c'est ça. Mais c'était vraiment une fois tous les, je ne sais même plus, voilà. Ouais. Donc ça a été très 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 rare. Et alors j'avais quoi? J'avais essentiellement énormément d'infections vaginales en fait, et beaucoup d'inflammations. J'en avais une tous les mois quasiment. D'où j'avais donc un traitement pendant 10-15 jours avec des ovules, etc. Donc ça, j'ai eu de l'âge de 15 ans jusqu'à 35 ans à peu près. Et sans savoir ou sans comprendre, puisque je faisais confiance au monde médical, on va dire, parce que je suis pas du tout du domaine. Et puis je pense que j'étais aussi très jeune, donc je n'avais pas conscience et connaissance de tout ce qui pouvait exister et arriver, en tout cas. Et là, alors je rejoins un peu l'auditrice précédente et je rejoins aussi ce que vous disiez. C'est pas parce qu'on a eu des soucis en tant qu'enfant que ça engendre derrière des douleurs. Mais pour ma part, c'était le cas parce que j'ai subi des viols en étant enfant et je pense que voilà, la mémoire avait gardé ce phénomène où dès qu'il y avait un rapport sexuel, c'était pas bien. Alors j'avais quand vous dites c'était pas bien, c'est-à-dire j'ai vécu, pendant mes 15 premières années de ma relation et avec mon mari, j'aimais pas du tout faire l'amour, je trouvais ça très sale, dégoûtant. D'accord. J'étais il fallait pas me regarder, c'était vraiment très très compliqué. Non mais c'était important que je vous fasse souligner ça parce que là maintenant on comprend bien à partir du moment où c'est pas bien, c'est sale, comment peut-on laisser la place au plaisir, quoi? On ne peut pas avoir envie de quelque chose qu'on trouve sale, pas bien, qui donne... on retrouve toujours cette notion, et c'est incroyable qu'on en soit encore à y réfléchir aujourd'hui. S'il n'y a pas d'envie, il n'y aura pas de plaisir, ça c'est sûr, mais peut y avoir des douleurs, parce que pas d'envie, ça veut dire qu'on fait quelque chose un peu malgré nous, un peu beaucoup malgré nous. Et encore une fois, même si on consent à le faire, ça suffit pas, ça va pas détendre le corps. C'est pas un espèce de grand oui comme une bouffée d'air. Et je pense que c'est ce que vous avez aujourd'hui dans votre sexualité, c'est oui, un oui qui dit quelque chose, un oui qui est gourmand, qui a envie d'eux. Et ce oui-là, c'est rare qu'il connaisse des douleurs dans son évolution. Oui, totalement. Effectivement, c'était aujourd'hui. C'était un poids pour moi de faire l'amour à l'époque. Et effectivement, donc le psychisme, ça s'illustrait dans le corps. Suivait effectivement. Et ça s'est débloqué quand j'ai commencé à travailler et à parler, parce que quand ça m'est arrivé au niveau des viols de mon enfant, j'en ai parlé à personne. Hein. J'ai fait un blocage J'ai pas fait un déni, mais je l'ai vraiment gardé, préservé pour moi, et jusqu'à ce que je sois entre guillemets invitée à en parler par mon gynécologue par pur hasard.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait un travail sur moi-même et de là, je n'ai plus jamais eu d'inflammation, d'infection. Voilà. Et vous voyez, Sophie, ça confirme ce que disait Philippe Parlin au début. Si on commence à mettre des mots M-O-T-S, eh bien les mots M-A-U-X disparaissent. Oui, disparaissent. Et puis, tout à fait. ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant des mots, en nommant le viol, vous dites ça n'est pas normal. Et à partir du moment où ce que vous avez subi n'est pas normal, alors ça veut dire qu'il existe une sexualité normale. Donc vous avez ouvert une porte pour que la sexualité puisse être autre que ce que vous aviez subi. Et comme avant, vous ne vous étiez pas posé cette question, eh bien c'est un peu comme si c'est la sexualité qui était identique au viol, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas agréable, c'est moche, c'est pas sympa, mais faut y passer, faut subir, voilà. Ouais. Et à partir du moment où je me dis, mais non, je mets des mots dessus, c'est-à-dire, non, ça c'est pas du sexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un mot qui s'appelle le viol, l'abus, c'est parce que c'est pas du sexe. Le sexe, ça existe, c'est à côté, ça donne plein de plaisir. Vous savez, c'est comme manger, on peut faire une indigestion parce qu'on a mangé quelque chose qui était pas correct. Ça s'appelle pas manger. C'est bien passé par la bouche, c'est bien passé par l'estomac, mais ça rend malade. Le sexe, c'est le même principe. Si on le fait pas avec envie, avec plaisir, ça peut générer des douleurs, des trucs. Et là, tout d'un coup, vous êtes dit, mais j'ai le droit de prendre du plaisir à cet endroit-là. Et votre corps, il attendait que peut-être cet appel ou cette réconciliation pour vous répondre. Et il vous a bien répondu, visiblement, puisque vous nous dites que maintenant, c'est chouette. Oui, et puis ce qu'il faut bien comprendre, Sophie, c'est qu'encore une fois, quand on est enfant et qu'on subit du sexe qu'on veut pas, mais qu'on sait pas qu'on veut pas et qu'on sait pas que c'est pas normal. On met ce qu'on peut comme repère et puis voilà tout et on met, si je puis dire, son mouchoir par-dessus. Et puis on en vient à se dire que le sexe, c'est pas pour nous. Oui, tout à fait, voilà. Donc, effectivement, après, merci au gynécologue à l'époque même si ça a mis un petit peu de temps, on va dire, mais mon médecin, à l'époque, le médecin généraliste, personne, même mes parents, mais je pense que tant qu'on n'en a pas connaissance, je veux dire, où on peut pas imaginer que ça puisse avoir des impacts aussi importants. Donc, là, le gynécologue en question, quand je suis allée pour lui dire, j'en ai vraiment, c'était compliqué, j'en ai vraiment très très marre d'avoir mal et de souffrir, parce que j'avais les douleurs qui étaient quand même bien présentes, les inflammations qui étaient vraiment pas agréables. Et c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, entre guillemets, et qui m'a permis de parler. Et puis après je me suis libérée. Donc ça a pris un peu de temps, et puis quelques années, très très vite après, je me suis rendu compte que j'avais plus d'infection. Voilà, déjà rien que ça. Et puis un peu à la fois, j'ai pris aussi conscience que je prenais du plaisir en fait à faire l'amour et que c'était vraiment quelque chose de chouette aujourd'hui, quoi. Donc voilà, mais j'ai vécu effectivement des périodes assez lourdes et assez longues aussi. Après, j'avais aussi la chance d'avoir un mari très conciliant, par contre, donc qui me forçait pas, contrairement à l'auditrice précédente qui m'obligeait pas et qui me laissait venir en fait. Mais le malheureux, il a attendu longtemps. Oui, mais il vous a trouvé aujourd'hui. Oui, maintenant on est séparés, c'est pas lié à ça. C'est pas lui qu'on profite, dommage. Non, c'est pas lui. J'ai cru qu'il avait eu cette chance. Non, je me suis dit, malheureux, il a pas eu cette chance. Non, mais c'est un peu normal aussi quand on a vécu avec quelqu'un avec qui on a eu mal, même si c'est pas de sa faute, le pauvre. C'est difficile. Ça crée forcément un fossé entre vous, de toute façon. Et puis faut quand même rappeler que un couple, ça s'use aussi. Oui, voilà, c'était l'usure, on va dire. C'était rien à voir avec la sexualité, en tout cas. Donc, c'était plus de l'usure. Et aujourd'hui, on s'entend très très bien. Donc, nous n'avons plus de rapport, mais on s'entend très bien. Bon, mais il reste au moins une belle relation. Merci de votre témoignage, parce que je sais qu'on a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans thérapeute ou médecin. Encore une fois, oui, quand une femme ne cesse d'avoir des problèmes d'infection gynécologique, etc., il faut quand même aller soulever et voir cette piste. Il faut aller parler. Et moi j'ai la chance, je le dis bien la chance parce que j'aime mon métier, j'ai la chance de pouvoir prendre le temps
Et je me rends compte à quel point ce temps est utile pour laisser la personne poser des mots sur ce qu'elle a vécu et trouver elle-même des réponses. Et ça, c'est précieux. Malheureusement, des fois, ce temps, les médecins ne l'ont pas. Donc, c'est une chance. Oui, mais ils peuvent envoyer vers des gens mais comme bien vous, sûr, ils peuvent orienter, mais bien sûr. Et j'espère qu'ils le font, c'est le cas, hein, puisque j'ai de plus en plus d'orientation. Je pense que ça commence à s'intégrer. Voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des mots dessus, de trouver un espace où on va pouvoir nommer auprès de quelqu'un qui sera capable de faire quelque chose aussi de ces mots et des... Mais c'est toute la difficulté actuelle du langage et de la communication sur le sexe. C'est-à-dire qu'on entend énormément de choses tout à fait intéressantes, sur les racines du clitoris, sur les pilules pour l'érection. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'avancées sur la sexualité. Mais il reste quand même quelques tabous qui ont la vie dure, et notamment sur les douleurs féminines. C'est pour ça que je suis ravie, Philippe Arlin, vous avez demandé qu'on en reparle aujourd'hui, je suis ravie d'en parler. Il reste encore le tabou de l'inceste, et on en a parlé mardi avec Bruno Clavier. Enfin, c'est quand même, si on parle de sexualité, il faut aussi malheureusement parler de la face sombre de la sexualité humaine, qui quand même est cause de bien des entraves pour une harmonie sexuelle dans un couple. Comment on peut pas parler de nourriture sans parler de malbouffe? Vous connaissez chez moi cette volonté de comparer, mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on mélange une fonction et ce qu'on fait de cette fonction. Et le sexe, c'est une fonction, mais on peut en abuser et on peut créer ce qu'on entend là, des douleurs. Alors, comme vous le rappeliez au tout début, on va encore le dire, c'est pas censé faire mal, c'est censé faire du bien. Alors pourquoi ça fait mal à autant de femmes? Donc il se passe bien quelque chose, il y a bien une fonction qui a été détournée du point initial qui était de prendre du plaisir. Voilà, et c'est donc important qu'on en parle, et on va continuer évidemment durant cette deuxième heure. Sophie, merci beaucoup de votre témoignage, et profitez-en bien, rattrapez le temps perdu, si je puis me dire, si je puis me permettre, parce que finalement c'est ça qui compte. On va continuer à évoquer les douleurs féminines dans la deuxième heure. Philippe Arlin, alors bon, pour l'instant, on voit qu'il y a eu souvent des difficultés, ou des abus. Alors après, peut-être ce qu'on va voir dans la deuxième heure, mais on peut déjà en dire deux mots. Parfois, ça peut être aussi une mauvaise première expérience qui n'est pas forcément un viol, bien sûr, mais qui est une première relation sexuelle avec quelqu'un qui s'y est pas bien pris, qui peut aussi bloquer quelque chose. Ou tout simplement une éducation qui nous amène à porter sur la sexualité un regard péjoratif. Oui, ça on le voit dans le cas de certains vaginismes. Voilà. Où c'est-à-dire, une mère qui dit ça c'est pas agréable, ça fait mal. Oui, et puis c'est le truc des hommes. Donc les hommes, ils vont voir ailleurs. Quand les enfants, les filles sont élevées parce que le papa était pas là, et on va détester cette partie-là parce que c'est une espèce de passage obligatoire, mais en gros, faut faire attention. Et donc, dès qu'on n'aime pas, on n'a pas envie, et encore une fois, ça va se traduire dans le corps. Oui, et puis on a bien entendu quand Sophie dit pour moi c'était sale, voilà. C'est évident que... Donc ça peut être simplement des mauvaises connaissances, des messages mal reçus. Vous avez raison, la première expérience est très importante. Et quand une ou deux fois les premiers partenaires sont pas très respectueux, on se dit de toute façon. Maman avait raison, c'est pas terrible. C'est pas terrible, et puis ils en font qu'à leur tête, et puis alors du coup on finit par construire une image de l'homme complètement égoïste et tout. Donc on part loin de la réalité, et c'est la sexualité qu'on prend un coup chaque fois. On en parle avec vous, mais j'ai une petite devinette pour vous, Philippe Arlin, elle m'amuse beaucoup, c'est celle-ci. Quelle est la différence entre un vampire et une pute? Vous avez le temps des infos. Aujourd'hui, avec Philippe Arlin, nous parlons des douleurs féminines pendant ou après les rapports. Vous avez besoin de témoigner. Notre standard vous attend, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous. Nous parlons des douleurs féminines et elles sont nombreuses, variées. Et je pense qu'on aura certainement encore d'autres douleurs durant cette deuxième heure. Nathalie est avec nous. On va lui donner la parole dans un instant. Mais je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre un vampire et une pute?
Les deux sucent, mais la pute ne met pas les dents. Normalement, non. C'est pas mal comme réponse. Hein. En fait, non, il n'y a pas de différence. Les deux dorment le jour et sucent la nuit. Bon, là, franchement, non. Si. Si. Bon. C'est qu'elle travaille à mi-temps, alors. Nathalie, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Arlin. Bonjour, madame Lahaye. Bonjour, Nathalie. Donc vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Hein. C'est visiblement, enfin j'ai 2-3 notes sur mon conducteur. C'est pas terrible. Hein. Écoute, on vous écoute. Voilà, je me suis fait opérer il y a 3 ans de l'utérus parce que j'avais un fibrome mal placé. Et depuis que j'ai plus l'utérus, j'ai des douleurs très compliquées lors de rapports, suivant certaines positions en fait. Donc j'ai consulté un neurologue qui m'a dit que après une cysto, ils se sont aperçus que j'avais une sténose. Ah, ok. Voilà. Et que c'était sûrement dû à ces douleurs-là. Enfin, par rapport au rapport. Donc j'ai un appareil que je mets 2 fois par jour pendant 1 heure pour stimuler ma vessie, pardon. Et j'ai consulté un médecin dernièrement pour préparer ma ménopause puisque j'ai 49 ans et je voulais bien l'accueillir et je lui ai expliqué tes douleurs et elle me disait qu'en fait j'ai dû avoir un traumatisme dû à cette opération et moi quand j'ai été opérée en fait je devais ressortir et comme ils m'ont trouvé la vessie pendant l'opération, j'ai pris ça comme une punition parce que j'attendais il y a quelques années de ça un 3e enfant. Mon mari n'a pas voulu de cet enfant, donc j'ai fait le choix de ne pas le garder et j'ai pris ça comme une punition. Et en fait, mon médecin m'a dit que c'était peut-être déjà ça, ces douleurs en fait. En tout cas, ça a l'air de vous parler ce que vous a dit ce médecin. Enfin, cette médecin plutôt, puisque c'était une femme. Je vous entends très mal, pardon. Oui, je dis ce que quand la médecin vous dit ça, ça vous a parlé, ça vous semblait juste. Oui. Bon, donc, parce que c'est ça qui est important. Si ça vous semble juste, c'est que peut-être, en effet, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Le problème de toutes ces opérations extrêmement importantes qui touchent à la sphère intime sont malheureusement pas souvent assez accompagnées du deuil nécessaire, et j'utilise bien le mot deuil, parce qu'il y a un deuil à faire. On n'enlève pas l'utérus, c'est pas n'importe quoi. Surtout dans votre histoire où il y a eu un 3e enfant dont vous avez dû vous séparer. Cet utérus, c'était la possibilité que cette chance vous soit donnée de nouveau d'en avoir un autre. Et là, on l'enlève. Alors oui, on l'enlève pour des raisons médicales. Alors oui, ça va aller mieux derrière. Mais qui prend le temps de vous écouter par rapport à la tristesse de ce que ça veut dire de ne plus avoir d'utérus, de ne plus pouvoir avoir d'enfants, voilà, toutes ces choses-là, si, encore une fois, on ne vous aide pas à mettre des mots dessus, bien, vous ne pouvez pas pleinement faire votre deuil, donc vous êtes à la fois victime et en colère avec ce corps qui, lui, est pour rien. Il a subi une opération, mais et cette zone devient une zone qui n'est plus une zone où on a envie, c'est plus une zone où on est en accord avec, et c'est une zone qui va finir par faire mal parce qu'on est en conflit avec elle. Oui, tout à fait. Et puis vous savez, Nathalie, sur un plan symbolique, je fais une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce fibrome, ça peut être une sorte de fœtus qu'on se crée parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil du fœtus qui a dû partir, vous voyez, et qui finalement vous oblige à retirer l'utérus. Donc c'est tout ça que vous pouvez aujourd'hui avancer à mieux comprendre pour vous libérer à la fois de votre culpabilité, de la colère, de ce sentiment d'avoir été trahi par votre corps ou trahi peut-être par votre compagnon ou les gens qui ne vous ont pas écouté. En tout cas, c'est important. Oui, allez-y, Nathalie, oui. Le médecin m'a conseillé d'aller voir une psychologue et justement pour faire ce deuil-là. Oui. Et du coup, j'ai rendez-vous bientôt, là, fin avril, pour avancer sur ça. Et elle m'a mis sous homéopathie aussi. Voilà.
m'aider. C'est très bien, parce que ce que je disais, c'est que c'est vraiment important que ce deuil soit fait. Il peut être fait maintenant, c'est pas grave. Il y a pas. Idéalement, faut accompagner les opérations et j'encourage toutes les femmes qui doivent subir une hystérectomie, pour quelle que soit la raison, d'être accompagnées pour vraiment être en accord avec ce qui se passe et que derrière ça se passe au mieux et que la guérison, la cicatrisation, tout puisse se reconstruire au mieux. Ça, c'est vraiment important. Mais même si vous le faites maintenant, vous allez voir, ça va changer tout, parce que vous allez pouvoir mettre des mots sur cette douleur. Vous allez pouvoir enfin exprimer des choses. Et on ne sait pas encore ce qui sortira, mais c'est formidable que vous fassiez cette démarche. Oui, parce que quand je suis allée voir mon gynécologue pour lui dire que du coup, dû à l'opération, j'avais une sténose, il m'a dit « Oh, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, c'est vous, quoi ». Merci, c'est sympa. Voilà. Parce que vous, c'est 100%, hein, même si ça lui est arrivé qu'une fois sur 10 000, vous, c'est 100% quand même. Et puis, c'est pas, c'est pas ce que vous alliez chercher comme réponse. La réponse, c'est pas. Vous alliez pas l'accuser, vous lui donniez une information qu'il aurait pu accueillir et il aurait pu, lui aussi, vous écouter simplement, mais non, il s'est défendu. Et là, ça, c'est du dialogue de sourds, du vrai dialogue de sourds, et qui est évidemment au détriment du malade, toujours. Que j'avais vraiment besoin qu'ils m'aident, parce que ces douleurs, ça dépend des positions, ça dépend malheureusement de ma journée, de l'état de ma vessie des fois. Donc c'est compliqué et j'avais besoin qu'ils m'aident en tant que gynécologue. Et c'est un médecin basique, généraliste, pas basique, pardon, je me reprends, généraliste, qui en fait a creusé de ce côté-là et qui m'a dit peut-être que c'est aussi psychologique et il faut soigner ça. En tout cas, de pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé entre votre corps et votre tête et votre cœur, parce que vous allez certainement mieux gérer de toute façon le corps et donc vos douleurs. Ça, je dis pas qu'elles vont disparaître, on n'en sait rien, mais en tout cas, vous allez pouvoir mieux les gérer, ça c'est évident. Et puis derrière, je pense que comme ça ira mieux, vous serez plus à même de peut-être vous orienter vers un thérapeute qui sera capable de faire la part physiologique nécessaire pour vous aider dans cette sténose. D'accord, oui. Mais ce sera l'étape suivante, sûrement. Mais vraiment, moi, c'est un discours optimiste que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de vous. C'est là, vous êtes maintenant au bon endroit. Ça y est, vous êtes en train de mettre des mots sur les choses. Oui, ça a tardé. Oui, on vous a pas accompagné correctement et je pense que ça serait important que le corps médical s'excuse, mais c'est pas sûr que ça vienne. Par contre, ce qui est important, c'est que vous allez sortir de ça. Et puis, n'hésitez pas avec la personne que vous allez rencontrer de travailler sur le pourquoi vous avez cédé à votre mari pour pas garder ce troisième enfant. Parce que c'est peut-être un sacrifice que vous payez très cher. Et à un moment donné, il faut vous redonner votre part à la fois de responsabilité. Il n'y a pas question de vous culpabiliser de quoi que ce soit, mais c'est toujours important d'être très clair sur les raisons profondes pour lesquelles on a fait ce choix. Et c'était certainement pas le vôtre. Donc soyez aptes à bien analyser tout ça pour justement vous libérer de ce poids qui doit. Bon, après, depuis on est séparés, donc je pense que c'est parce qu'il y avait déjà dans sa tête la séparation qui a été mise en place. Non mais là je parle pas de sa tête, je parle de la vôtre. Ouais, c'est vous qui avez subi dans votre corps. Oui. Oui, c'est vous qui avez accepté de vous séparer de ce troisième enfant que visiblement au fond de vous-même vous désiriez. Oui. Donc c'est ça qu'il faut travailler. On revient pas sur le passé, mais il faut se libérer du passé. D'accord. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Nathalie. Bon courage. Merci Nathalie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On continue à évoquer les douleurs féminines avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Je rappelle également que vous donnez des consultations par Zoom pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être besoin d'une urgence par rapport à, pourquoi pas, à des douleurs féminines. Chantal est avec nous maintenant. Bonjour Chantal, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Chantal. Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Merci Chantal, c'est gentil. Et vous participez, c'est la première fois ? Non, pas du tout. Oh, non, j'ai déjà participé. Oui. Voilà, moi je voulais témoigner en fait. Je rejoins un peu une auditrice qui a participé tout à l'heure et donné son témoignage. Son témoignage, c'est que après avoir un début de vie de femme compliqué parce que suite à 2 ans d'inceste, je me suis retrouvée mariée à une personne pendant un certain nombre d'années et que je n'aimais pas particulièrement, voilà, au point sur le plan sexuel, je veux dire, c'était pas, voilà, j'avais pas envie, c'était compliqué et chaque fois, comme l'auditrice tout à l'heure, je disais oui alors que ma tête disait non. Et effectivement, c'était compliqué parce que c'était douloureux au moment de la pénétration. C'était un mélange de oui et de non, mais c'était quand même dans la douleur, quoi. Et c'était donc au moment de la pénétration, ça on le comprend bien. Ouais. Peut-être aussi qu'il n'était pas très prévenant et très. C'est ça. Pas de préliminaire ou très peu. Donc ce qui fait que puis j'avais pas envie en fait. J'avais juste envie que ça se passe et vite. Voilà. Ah oui, donc. Non mais sans préliminaire et pas envie, je vois pas très bien comment ça peut ne pas faire mal. Vous voyez. Ouais, c'est ça. Et après, une fois qu'il était rentré, ça allait mieux ou pas ? Et une fois, alors oui, quelquefois j'arrivais à me détendre un peu en me disant bon, de toute façon, voilà, il faut le faire et essaie de te détendre et d'en profiter un peu, quoi. Voilà, donc j'y arrivais. Il y avait des moments où j'y arrivais, mais la plupart du temps, non, j'y arrivais pas, quoi. Et plus le temps passait, et moins j'avais envie, et moins mon corps était prêt à souffrir, quoi. Voilà, et ensuite, j'ai eu une autre relation où là, c'était merveilleusement bien. Voilà, c'est quelqu'un qui était plein de douceur et d'attention. Et sauf que là, j'avais atteint la ménopause et en fait, voilà, j'avais envie de prendre du plaisir, mais c'était compliqué parce que ça faisait mal intérieurement. Même une fois qu'il m'avait pénétré, c'était douloureux. Ça manquait de lubrification, ça manquait d'hydratation. Donc voilà. Et ce qui fait que, comme j'écoute vos émissions, j'ai suivi vos conseils que vous donniez à ce moment à une de vos émissions avec des gels et de l'hydratation. Donc ça m'a quand même pas mal aidé. Et voilà, et j'ai réussi petit à petit, en fait. Après, j'ai plus besoin de ces apports-là parce que je suppose que mon corps a dû se remettre à fonctionner un peu plus normalement et j'ai pu profiter d'une sexualité épanouie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de douleur ? Non, il n'y a plus de douleur. Non. Bon, super. Non. Mais c'est vraiment important votre témoignage parce que il explique comment, quand on rentre pas, alors excusez-moi, l'expression est pas très élégante, mais du bon pied dans la sexualité. Franchement là vous avez subi combien d'années mais c'est effrayant, enfin depuis tout à l'heure les témoignages où les femmes nous parlent de rapports sexuels, mais on se dit mais c'est pas possible, qu'on a l'impression qu'on est torture et que c'est une torture obligatoire auquel vous acceptez de vous soumettre. Donc j'ai presque envie de dire, et excusez-moi, heureusement que vous avez mal, mais ce que je veux dire par là, c'est pas que je suis content que vous souffriez, mais je me dis, mais quand on vit quelque chose dont on a à ce moment-là aussi peu envie, c'est quand même normal que le corps il nous dise stop. Enfin, lui il triche pas, lui il dit juste non, ça me plaît pas, non j'aime pas, et puis non j'ai pas envie de me détendre parce que j'ai pas envie et ouais, on va avoir radoté le mot envie depuis le début de cette émission, mais on se rend bien compte que c'est le traitement idéal de la douleur. Exactement. C'est quelque chose qui se fait quand on veut pas, ça fait mal.
C'est ça, mais c'est un rapport difficile parce que il y a une espèce de dans le cerveau des femmes une espèce de devoir qu'il faut accomplir quoi quelque part. Donc on est aussi avec ça comme à gérer. Plus la douleur puisqu'on n'en a pas envie et le corps le parle évidemment. Donc c'est très compliqué quoi, c'est ambigu et compliqué quoi. Et se sortir de ça, c'est difficile quoi. En fait après les douleurs, enfin moi pour mon cas, les douleurs se sont étendues de partout, pas uniquement à ce niveau-là. Et à un moment donné j'ai dit stop quoi. Mon corps je veux le respecter. Maintenant c'est terminé quoi. Donc voilà, mais c'est difficile. Oui, mais c'est difficile parce que, encore une fois, je suppose que votre mère n'a pas été une mère qui vous a expliqué ce que c'était qu'être une femme. Et ben voilà, et donc on en arrive toujours à là parce que bon, on peut mettre la faute sur le mari, hein, il a pas été très bien non plus, mais si vous aviez eu un message de respect, parce qu'en fait aujourd'hui on met le mot consentement à toutes les sauces, mais il y a le mot respect qu'il faut mettre, c'est tout, et si on se respecte. Eh bien, on se laisse pas. Exactement. Vous avez dit, le terme qui convient, c'est le mot respect, quoi. Et en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fini par dire. Voilà. Mon corps, je veux que mon corps soit respecté, et je veux respecter mon corps aussi. Donc je l'écoute. Mais voyez, je l'écoute. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour se battre contre vous-même pour respecter ce corps. C'est ça, presque une vie, quoi, en fait. Presque une vie. Parce que j'ai 70 ans passés maintenant, et c'est presque une vie, quoi. C'est fou, ça. Mais bon. Alors, j'ai envie de vous dire, Chantal, vous êtes en vie. Et vous avez fait un parcours génial. Vous avez envie et vous profitez pleinement de ce qui vous reste à vivre, et je vous souhaite encore d'avoir au moins 20 ans. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes dans l'envie. Il y a des femmes qui ont 70 ans et qui sont en train d'être des mégères insupportables, etc., etc. Donc, voyez ça l'instant présent, voyez-le ici et maintenant, et puis soyez fiers de ce que vous avez réussi à surmonter, parce que vous aviez de quoi ne pas pouvoir le surmonter, vous avez réussi à le surmonter. Donc soyez fiers de vous, et surtout ne regrettez pas, parce que les regrets, ça sert à rien. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire sur la ménopause, je trouve. Alors que vraiment, là, il y aurait eu toutes les raisons de baisser les bras, vous avez pris tous les bons conseils que vous pouviez trouver, et vous vous y êtes attelé. Et c'est là qu'on voit que le corps est merveilleux, c'est que dès qu'on l'écoute, dès qu'on va dans son sens, on a le cadeau, c'est-à-dire que derrière, ça y est, on s'entend, on se comprend, ça fait plus mal, quoi. Non, on est en osmose, on se comprend, et voilà, et c'est ce que je presse auprès de mes amis qui sont pas forcément bien, dans le domaine-là, à ma fille également, et à toutes les personnes, qui m'écoutent, c'est qu'en fait, il faut savoir écouter son corps, c'est tout par de là, en fait, tout par de là. À partir du moment où on sait écouter... Le corps nous envoie des messages, il ne nous ment jamais. Il ne nous ment jamais. Alors après, on l'écoute pas toujours. C'est pas toujours agréable à entendre. Parce que parfois, on n'a pas envie d'entendre ce qu'il a à nous dire, mais ce n'est jamais par hasard quand le corps nous envoie des messages qui font mal. C'est ça, exactement. Donc, il faut juste savoir l'écouter et en prendre conscience, et puis changer ce qu'il faut changer. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais quand on y arrive, moi, je sais que je suis fière de moi, quoi. Vous pouvez. Je suis fière de moi, donc je suis heureuse le matin quand je me lève, parce que je sais que j'ai surmonté pas mal de choses. Eh bien, merci de ce témoignage positif que vous envoyez aux femmes qui nous écoutent. Merci, Chantal. Petite pause, on continue bien sûr. Je crois qu'on va revenir sur la question de vaginisme peut-être. Et puis en love conseil, en sexo conseil, décidément je ne vais pas y arriver. Je vous propose les 10 tues l'amour dans la sexualité. Demain, avec Philippe Arlin, nous parlerons du plaisir masculin. Faut-il séparer l'éjaculation de l'orgasme ? Venez participer à l'émission en appelant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Le sexe au conseil. Alors, Philippe Arlin, j'ai fait la petite liste des 10 tue l'amour dans la sexualité. Voilà, que ce soit dans une relation qui débute ou dans une histoire qui dure depuis longtemps. Voilà, 10 tue l'amour. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors déjà, se vanter, que ce soit pendant, avant ou après, négliger son apparence. Et je pense notamment à la laine de chacal, les cheveux gras, les ongles sales. Tout ça, c'est pas terrible. Des vêtements, vous savez, quand vous avez des taches sur une chemise, ou garder ses chaussettes dans les ébats. Il y a aussi tout ce qui est les odeurs, des parfums qui sentent trop, qui sont trop entêtants, etc. Je pense aussi qu'il y a la question pour les hommes de se raser de trop près ou quand ça pique, tout ça, ça peut aussi être très désagréable. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui sont tue l'amour. Par exemple, douleurs. Oui, non, mais ça, bien sûr. Non, mais appelez votre partenaire par le prénom d'un ou d'une ex. Ça peut être c'est pas mal. Ça peut être un tue l'amour, mais qui va rester souterrain pendant très très longtemps. Et puis, il y a aussi des choses qui sont certes naturelles, mais qui doivent être évitées lors des rapports, comme rôter, péter, voire même tousser. C'est assez tue l'amour, tout ça. Donc, en gros, parce que je vais pas continuer ma liste, j'en avais encore quelques-uns. Ne faites pas devant votre partenaire ce que vous ne feriez pas lors d'un entretien d'embauche. Voilà, j'ai trouvé cette solution. Non, mais il y a énormément de choses. Alors, quand on entend votre liste, on a l'impression que c'est des choses qui n'existent pas. Et malheureusement, si. Malheureusement, si. Et on se dit, mais à quel moment la personne n'a pas pensé que ça pouvait déranger ? C'est fou, Ouais, mais c'est quand même une manière de ne penser qu'à soi. Et ça en dit long de la sexualité qui aurait lieu. On est d'accord. Bon, vous êtes d'accord avec ma conclusion ? Ne faites rien de ce que vous ne feriez pas dans un entretien d'embauche. C'est pas mal, non ? Moi, il y a plein de choses que je ferais dans la sexualité que je ferais pas dans un entretien d'embauche, par contre. Oui, c'est l'inverse. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Sandra est avec nous maintenant. Bonjour Sandra. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Sandra. Oui, je vous avais appelé en décembre, puisque c'était un petit peu le même sujet. Et donc, je vais peut-être avoir un éclairage la semaine prochaine, puisque je vous ai écouté et j'ai consulté mon médecin pour passer un IRM pelvien. Ok. Et donc, ça va se passer la semaine prochaine et j'espère avoir un petit peu plus d'éclairage à mon état. Puisque, comme je vous avais dit, depuis ces dernières années, j'ai comme des contractions utérines alors que je n'ai plus d'utérus. J'ai des douleurs pelviennes qui persistent et qui peuvent arriver aussi bien la nuit que dans la journée. Et donc les rapports sexuels sont vraiment douloureux, chose que je n'ai plus depuis maintenant 2 ans. Et voilà, donc je vis ma vie de femme et j'ai mis ma sexualité entre parenthèses, mais psychologiquement c'est difficile aussi bien pour moi forcément que pour mon mari. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc je me pose encore beaucoup de questions parce que après en avoir discuté avec d'autres femmes qui ont des douleurs pelviennes, rares sont celles qui m'ont dit effectivement j'ai ces sensations-là, j'ai jamais entendu parler de ce problème-là réellement quoi. Oui, vous dites j'ai subi une hystérectomie, c'était il y a combien de temps et pour quelle raison ? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ah oui. Ouais, il y a 20 ans et j'ai 63 ans. Et est-ce que c'est depuis qu'il y a ces douleurs pelviennes ou elles existaient déjà avant l'opération ? Alors, j'avais des douleurs lors des rapports. Ouais. Mais pas cette douleur-là. Pas cette douleur-là. Alors, il faut savoir que l'intervention a été quand même un peu compliquée. À savoir que, effectivement, l'utérus était gros. Le gynécologue a voulu me l'enlever par les voies basses et il y a eu déchirement de l'intestin.
Donc l'intestin était recousu et je pense que il y a peut-être aussi des séquelles de ça. Ouais, ok. Donc là, effectivement, il va être temps que la semaine prochaine, vous ayez quand même un petit peu une idée de ce qui se passe. Vous savez, on parle de douleurs fantômes, de membres fantômes, c'est-à-dire des membres qu'on nous a enlevés qui continuent à avoir mal. On pense toujours aux bras, aux jambes, parce que c'est là que ça se manifeste le plus et c'est surtout ça qui est le plus parlant. Mais moi, j'ai eu deux, trois patientes qui, justement, suite à une hystérectomie, continuaient à avoir des douleurs qu'on peut appeler fantômes dans la mesure où elles se portent sur un organe qui n'est plus là, mais peut y avoir aussi des traces d'une empreinte douloureuse. Oui, certainement. Alors bon, j'ai également des problèmes au niveau de la colonne vertébrale où je souffre énormément du côté droit, où j'ai cette douleur aussi. Enfin, j'ai une douleur qui est effectivement plus localisée du côté droit aussi. Donc tout ça fait que je me pose beaucoup de questions parce que je me suis dit c'est peut-être dû à ça aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas trouvé aujourd'hui un médecin qui me donne un peu des réponses à mes questions parce que effectivement mais ça fait combien d'années que vous avez ces douleurs, Sandra? J'ai pas compté le nombre d'années, mais c'est vrai que j'ai eu ces douleurs. J'ai commencé à avoir ces douleurs, mais j'en tenais pas compte. Je me disais, j'ai mal, et puis après ça disparaissait, etc. Et c'est quand la nuit j'ai eu ces douleurs-là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Alors donc ça s'apparente à une douleur et également comme si j'avais, j'ai malheureusement pas connu beaucoup d'orgasmes vaginaux. Mais ça s'apparente également à ça, quoi. Donc c'est très confus. C'est pour ça que je suis contente de passer quand même à l'émission pour en parler avec Philippe parce que je me pose beaucoup de questions, quoi. Moi, je crois quand même, Sandra, que je vous encouragerais à aller travailler aussi sur votre relation au féminin dans votre famille. Oui. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais je pense qu'il y a quelque chose à comprendre aussi dans votre relation à votre mère, votre grand-mère, voir si vous avez eu des enfants. Il y a quelque chose qui est à nettoyer de ce côté-là. Ouais. J'aurais pu se penser avec les hommes. Oui, mais souvent... L'un n'empêche pas l'autre, mais souvent, justement, les hommes, c'est ce qui nous vient en évidence au début, et on se rend compte que derrière tous les hommes, il y a une femme. Et c'est pas contradictoire, vous verrez ce qui en ressort. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, en tout cas, moi, quand je travaille avec mes patientes, c'est souvent ce que j'essaye de faire, c'est d'éliminer le plus vite possible toutes les explications rationnelles que l'on peut obtenir au niveau médical, que ça soit avec des examens, des imageries, pour qu'après on ait une image concrète de ce qui se passe et qu'on puisse faire la part du travail psychique, de la douleur psychique, de ce qui est induit par une difficulté réelle et physiologique et trouver le thérapeute adapté à ça, mais travailler du coup en complément toute la dimension sexothérapeutique, puisque ça se porte pas n'importe où, hein. Et vous le dites, il y a cette espèce de mélange entre douleur et orgasme. Bon, ça c'est des choses que j'ai souvent entendues parce qu'il y a une espèce de vie autonome qui se passe là et qui elle génère aussi bien de la douleur que du plaisir. Ça, faut aller dans l'ordre. Là, pour le moment, vous avez des examens. Allez au bout de ça. Je pense que de mon côté, ça me rassurera aussi parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'imagerie à ce niveau-là. Bien sûr. Et je pense qu'il faut aller éventuellement voir s'il n'y a pas quelque chose de plus sérieux aussi, parce que bon, j'y pense aussi. Donc, des fois, j'ai des inquiétudes aussi par rapport à ça. Donc là, je pense que j'espère être plus rassurée, de savoir que il y a rien peut-être sur le plan organique et que il faut aller chercher un petit peu plus loin, quoi. Mais bien sûr. Et puis au moins ça sera rationnel, c'est-à-dire on sait de quoi on parle. Bon, il y a rien, donc on peut travailler et de se dire alors qu'est-ce qui se passe, à quoi ça renvoie, c'est quoi ces douleurs, elles se manifestent quand, comment, etc. C'est-à-dire justement pas dans le but d'aller faire un diagnostic, mais dans le but d'entendre ce que ces douleurs disent, si on sait justement qu'elles ne sont pas liées à une réalité physiologique. Oui. J'avais une question à vous poser. Est-ce qu'une sécheresse vaginale peut occasionner ces troubles-là ? Non, pas. En tout cas,
peut y avoir des troubles dans lesquels la sécheresse vaginale viendra prendre place, mais elle ne peut pas être à la cause de ça. D'accord. Elle peut être observée régulièrement. Elle sera plutôt la conséquence que la cause. Ah oui. Parce que bon, j'ai comme une impression quand je me mets des ovules que ça atténue un petit peu ça atténue un petit peu cette douleur. Oui, le fait d'améliorer l'hydratation au niveau de votre muqueuse, le fait d'assouplir va améliorer, mais ça ne veut pas dire que la sécheresse était la cause des douleurs. Oui. Mais là, allez, vraiment, là, maintenant, vous êtes engagé dans une démarche, allez dans l'ordre et si besoin, trouver quelqu'un pour en parler et pour aller plus loin sur ces douleurs. Est-ce que vous faites des consultations en visio ? Oui, bien sûr. Sandra, oui, Sandra, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez les résultats, vous pourrez contacter Philippe Arlin. D'accord. Vous êtes sur Poitiers, si je peux... Oui. D'accord, très bien. Écoutez, je reviendrai peut-être vers vous un jour, parce que là, je suis un peu perdue quand même dans... Écoutez, Sandra, ça fait trop longtemps que vous avez trouvé presque normal d'avoir mal. Non, c'est jamais normal d'avoir mal. Il faut essayer d'avancer, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et peut-être que c'est possible. En tout cas, je sais, je peux répondre de la qualité d'écoute de Philippe Arlin, en tout cas. Voilà. Bon courage Sandra, merci de nous avoir appelés. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Nathalie qui nous rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin, toujours avec nous, les douleurs féminines. Merci Philippe d'avoir voulu aborder ce sujet parce que je crois que c'est plus qu'indispensable de lever ce tabou des douleurs féminines. Merci aussi à toutes celles qui ont témoigné. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre la parole et de parler de choses dont on peut avoir un peu honte, dont on aimerait ne pas avoir à parler. Donc merci à toutes celles qui ont témoigné depuis 14 heures et merci à vous Nathalie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Nathalie. Oui, vous avez raison, c'est pas toujours facile de se décider à passer à l'antenne. C'est quand même, parler de son intimité, c'est quelque chose de particulier. Mais en tout cas, moi je vous remercie Brigitte parce que ça fait quelques années que je vous écoute et j'ai beaucoup appris sur la femme déjà et sur moi-même. Grâce à vous, ça m'a fait évoluer dans mon intimité, dans ma sexualité. Donc merci, continuez surtout. Voilà. Alors moi je voulais témoigner. Alors c'est un petit peu différent des précédentes auditrices parce que c'est pas fonctionnel, on va dire, c'est dû à un instant T, un moment en particulier. À savoir, moi j'ai subi des douleurs lors des rapports pendant et après ma deuxième grossesse. J'étais enceinte en plein été. J'étais à 5 mois à peu près et j'ai toujours beaucoup souffert des problèmes circulatoires. Donc j'ai développé une varice vulvaire pendant cette grossesse. Ma pauvre. Qui était quelque chose de très très douloureux pendant et après les rapports aussi. Et malheureusement, j'avais un mari qui n'entendait pas du tout ce genre de choses. Il était très centré sur son plaisir et ses besoins. Donc, il n'a jamais tenu compte du non, déjà tout simplement. Et du ça fait mal. Donc, j'ai subi à ce moment-là, mais à beaucoup d'autres moments, ces rapports douloureux pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Et puis, comme il a eu dit souvent, j'avais un devoir à accomplir puisqu'on était mariés. Ça, il me l'a eu dit sur la fin, surtout. Donc, c'est vrai que quand vous parliez de respect tout à l'heure, c'est primordial. Bon, ça résonne en moi, parce que vous avez parlé de plaisir, de l'envie et du respect. Alors, l'envie, c'est vraiment, moi, je peux le dire parce que j'ai vraiment fonctionné comme ça. Ma sexualité a complètement changé du moment où, à partir du jour où j'ai pu laisser venir mon désir et mon envie. Parce que quand on a quelqu'un en face qui est en permanence en demande, ça laisse pas le temps à l'autre d'avoir son propre désir. Ce qui fait que je subissais tout le temps le rapport, pas forcément préparé, plus sur la fin quand même parce qu'il avait un peu évolué, mais c'était pas la sexualité que j'ai aujourd'hui, par exemple, où j'ai quelqu'un qui me respecte et qui attend de voir les conditions, comment ça se passe. Voilà, tout simplement.
Combien d'années vous avez subi cette varice? Alors sur la période de la varice vulvaire, ça a été sur une année à peu près. Mais après, dans l'ensemble de la relation, c'est vrai que il n'y a pas de douleur particulière. Hein. Mais c'était quand même des rapports souvent subis, par manque d'envie, tout simplement. Il faut le faire, donc on le fait. Et puis c'est terminé, mieux c'est quoi. Donc c'est pas du tout la sexualité qu'on peut avoir quand on a son propre désir qui s'exprime et on a en face quelqu'un qui se soucie, qui est dans la considération de l'autre. Ça c'est primordial et c'est hyper important. Je pense que si pour toutes les femmes qui écoutent, de vraiment et puis de s'imposer, parce qu'à un moment donné aussi, j'ai pas su m'imposer et avoir un non très très ferme en fuyant, quoique ça m'est arrivé une fois quand même. Sur la fin de notre relation où c'était Alors parfois on est avec des hommes qui sont violents et s'imposer peut être dangereux, donc il faut à ce moment-là. Il était pas violent quand même. D'accord. Mais, non mais je dis ça. Il en faisait des reproches régulièrement quoi. Il comptait les jours. Oui, enfin il était de toute façon il ne vous respectait pas. On est bien d'accord. Hein. Mais je donne ce message pour les femmes qui écoutent et qui peut-être sont avec des hommes violents et je ne voudrais pas qu'il y ait un accident à cause de c'est pour ça que je mets ces précautions-là. Je les mets pas pour vous, hein, Nathalie. Je suis obligée de faire quand même attention parce qu'on sait que malheureusement il y a des femmes qui subissent le devoir conjugal et qu'elles n'ont pas trop le choix et que la seule possibilité qu'elles ont c'est de partir. Hein. Mais sinon non, il y a pas de raison. Sauf que ce que je veux dire, c'est que c'est dès le début qu'il faut être clair sur son respect de soi-même et sur la manière d'avoir ou pas des rapports sexuels. Parce qu'une fois que l'homme a l'habitude que la femme fasse le devoir conjugal, et l'expression malheureusement on l'entend encore, eh bien c'est très compliqué de faire marche arrière. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on entende un peu plus souvent et que ce soit peut-être transmis lors de l'éducation à la sexualité, où c'est dès le départ qu'il faut donner à l'homme le signal que non, on n'est pas une poupée gonflable quoi. Et puis là, Nathalie, vous nous parlez de quelque chose et c'est important parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Ces douleurs liées à l'accouchement. Et il y en a énormément. Les déchirures de la fourchette, plus ou moins bien cousues, une cicatrice qui fait mal. Dans votre cas, une varice. Et Oui, j'ai eu aussi après l'épisiotomie, après la naissance. Alors il tardait, il me disait il tarde que t'accouches parce que il était dans le manque, ce besoin primitif. J'ai presque envie de dire plus que dans le partage. Hein, et c'est vrai qu'il comprenait pas. 3 mois après, j'avais eu une petite éraillure d'une lèvre qui s'était un petit peu infectée et ça avait traîné un petit peu. C'était très 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 gênant, très douloureux. Et il comprenait pas. Il pensait pour lui, je faisais exprès pour fuir le rapport. Mais c'est important d'entendre toutes les douleurs qui peuvent accompagner, d'où la nécessité d'être très à l'écoute de son corps après un accouchement pour le réparer. Parce que il a subi, et cette varice-là, dont on parle très peu, c'est totalement une horreur tellement ça fait mal. C'est la vulve, c'est très sensible la vulve, donc on imagine bien. Et puis ça continue après le rapport. Il fallait que je m'allonge en fait, parce que ça lançait de la vulve jusque toute la jambe. Il fallait que je mette les jambes surélevées parce que ça continuait pendant quelques heures. Quelqu'un qui a connu une crise hémorroïdaire, ça lui viendrait pas l'idée de s'introduire quelque chose dans l'anus à ce moment-là, se faire pénétrer quand on a une varice. Je suis désolé, mais c'est juste criminel. Parce que c'est une douleur absolument insupportable et qui va durer parce que la circulation sanguine, les jambes, effectivement. En tout cas, les douleurs, je vois qu'il faudrait encore des émissions pour pouvoir parler. Là, on en avait à peine parlé de ce qui se passe à ce moment-là. Et comme le dit Brigitte, dès le début, respectons-nous dans notre sexualité, parce que si un jour une douleur arrive, il faut pouvoir le dire. Si on a dit oui et on finit par être obligé de dire oui même quand on a mal, et c'est pas possible. C'est ça, vous avez raison. C'est un petit peu ça le fonctionnement, malheureusement.
Et puis peut-être qu'il faut, parce que je sais qu'on a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu étonnés de tout ce qu'on a entendu. Donc, posez la question à votre partenaire et dites-lui, écoute, si un jour tu as mal, surtout dis-le moi, parce que ça lèvera peut-être aussi le silence dans certains couples, parce que c'est vrai que, encore une fois, moi je comprends aussi quand on est jeune, quand on est une femme jeune, dire qu'on a mal, c'est peut-être ne pas être à la hauteur. Enfin, il y a des enjeux, et tant qu'il y a des enjeux, c'est difficile. Mais oui, faut pas oublier une chose, c'est que la sexualité, c'est ce qui nous permet de nous construire, d'exister, de nous renforcer dans notre féminité, d'être aimé, donc qu'on mette du silence sur des douleurs, ça peut se comprendre. Donc il faut enfin, on ne juge personne et juste, on va vous aider, j'espère, grâce à cette émission, à mieux comprendre pourquoi, à un moment donné, vous acceptez autant d'avoir mal, parce que c'est pas une fatalité. Bon, maintenant, j'ai appris de ça. Bien sûr, on tire de leçons. Après, avec la maturité. Maintenant, j'ai 53 ans. C'était il y a 20 ans. C'était ma fille à 20 ans. Mais oui, on évolue après, heureusement. Mais il faut, après avoir passé ces choses-là, quoi. C'est un peu dommage. Oui, bien sûr, mais si à 30 ans vous étiez apte à subir autant, parce que c'est pas rien ce que vous avez traversé, c'est peut-être parce qu'en effet on vous avait pas appris en tant que femme à vous respecter. Voilà, encore une fois, on avance, on avance. Mais il faut avancer dans le bon sens aussi, c'est-à-dire que c'est pas en mettant le mot de consentement surtout qu'on va avancer non plus. Parce qu'au fond, vous étiez consentante. Voilà, c'est bien le problème. Oui. C'est bien le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Consentir, c'est dire oui du bout des lèvres, c'est le moment de dire. Après, on ne peut pas généraliser parce que tous les hommes sont différents. Mais là, il n'est pas question de parler de l'homme, il est question de parler, justement, indépendamment de l'homme, de cette douleur. Ça concerne les femmes comme les hommes. Cette douleur, elle n'est pas normale, elle n'est pas acceptable. Donc, pas plus vous, en vous respectant, devez accepter d'avoir mal, pas plus nous, en vous faisant l'amour, devons trouver normal de ne même pas interroger. Puis, quelque part, je me dis, cet homme avait une faible connaissance de l'anatomie. En tout cas, il y avait plein de choses qu'il ne voulait pas voir. Donc, c'est évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et moi, j'ai plutôt tendance à entendre des hommes qui sont à l'écoute. Et donc, j'encourage vraiment le dialogue. Oui, mais je crois que pour prendre la défense des hommes et même des médecins, c'est que on n'en parle pas beaucoup des douleurs féminines. Non, et on continuera d'en parler, Brigitte. Donc si on n'en parle pas, on peut pas savoir. Il faut aussi que les hommes soient un peu curieux. On est bien d'accord. Ça, c'est pas donné, voilà. Mais ça change tout. Ça change tout. Mais oui, bien sûr. De comprendre comment ça marche, comment est faite une femme, et voilà, tout ça. C'est à eux aussi d'aller au devant de vouloir comprendre, comme nous, on peut chercher à comprendre un homme. Oui, mais Nathalie, avant 25 ans, on va dire, pour essayer de donner un chiffre, avant 25 ans, on est tous, hommes ou femmes, persuadés que le monde nous ressemble. Et c'est après, petit à petit, qu'on se rend compte que déjà un homme c'est pas comme une femme c'est pas comme un homme. Et encore aujourd'hui, on a un discours totalement inverse, où on dit que hommes et femmes c'est exactement pareil. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. C'est pas si simple j'allais dire, de grandir. Oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut donner les bonnes informations et moi qui essaye de me tenir au courant de tout ce qui se dit aujourd'hui sur la sexualité, je vous assure qu'on entend encore beaucoup de conneries. Oui, j'imagine. Mais c'est pour ça qu'autour de moi, je conseille à beaucoup de personnes d'écouter Sud Radio, justement. Vous avez raison. Parce que, non, c'est vrai, c'est richissime. Richissime en beaucoup d'informations à tous les niveaux. Moi, j'apprends beaucoup de choses, vraiment. Continuez, parce que c'est essentiel, je dis. Je pense que vous êtes une des seules radios, j'en connais pas d'autres, en tout cas,
parle de ce sujet-là qui concerne tout le monde finalement, et qui est essentiel. Et voilà, continuez surtout. C'est promis, on continue, Nathalie. Ouais, on ne lâche rien. Et vous aussi continuez, parce que c'est vous aussi qui faites cette émission, et je crois qu'aujourd'hui tous les témoignages qu'on a entendus le prouvent pleinement. Merci à toutes, merci à vous Philippe Arlin. Et je rappelle que vous êtes sexothérapeute et que si on n'a pas pu vous prendre aujourd'hui, vous pouvez consulter par Zoom éventuellement Philippe Arlin. On vous retrouve demain d'ailleurs, puisque on va parler des hommes un peu. Il faut quand même, franchement, on va leur rendre. On va leur rendre hommage. On parlera des hommes et de leur plaisir et de la sexualité masculine, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire aussi que ce qu'on raconte un petit peu trop rapidement. Voilà, donc on en reparle des hommes demain. Et puis tout de suite, comme tous les jours, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir, et c'est promis, demain on abordera le plaisir masculin, et puis peut-être qu'on aura aussi des femmes qui évoqueront ce sujet, pourquoi pas. Avec plaisir. Toujours avec plaisir, de toute façon, en tout cas on essaye toujours. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.